Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, vous avez passé un bon week-end ? Une fois n'est pas coutume, le Zap de ce lundi est colossal mais légendaire, hein. Vous pouvez me croire, vous n'allez pas être déçus du voyage. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver en description de chaque Zap Crypto tous les timecodes de chaque extrait, répartis dans 4 chapitres différents. Les news importantes, les marchés tradis, les analyses techniques du Bitcoin et d'Ethereum, et pour finir, un chapitre sur l'univers des NFT, Metaverse et gaming. On débute avec notre Fear and Greed Index, actuellement dans la peur à 25, et le market order flow en recherche de fort achat. Allez, on passe à nos 6 gagnants qui ont été tirés au sort hier soir en live sur Twitch. Le lien de la rediffusion sera dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Alors nos gagnants sont MrDaddy66, Nicolas Despace, Monsieur Rabbit, Mathieu Écoute, Michael G et The Cash Story. Félicitations à tous, je vous ai déjà envoyé vos NFT, vous pouvez check vos wallets, sauf toi Michael. Contacte-moi sur un de mes réseaux ou par mail, tous les liens sont dans la description. Avant de vous abandonner aux apps, il faut que je vous contextualise 2 petits extraits. Voici la vidéo originale. Donc en gros, ce sont 2 IA qui discutent entre elles, une qui s'interroge sur les cryptos et NFT, et l'autre qui répond à ces interrogations. Je vous invite vivement à voir cette vidéo qui est juste dingue. Après ce zap, hein, évidemment. Ouais, je t'ai vu là, t'étais à 2 doigts de me mettre sur pause, ça va pas, non ? Vous y découvrirez en plus les coulisses pour générer une telle vidéo. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi, perso, j'ai adoré. Pour finir, l'extrait qui va suivre, vous allez y découvrir une future plateforme. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoil, mais n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Allez, je m'éclipse. Je vous souhaite une excellente vidéo ainsi qu'une excellente semaine à tous. C'était Zap Crypto. Un truc qui vous intéresse forcément, c'est les spectateurs, comment est-ce qu'ils vont gagner de l'argent ? Eh bien, il y a un programme de rewards, vous gagnerez de l'argent en fonction du temps passé à regarder des vidéos, des likes que vous laisserez, mais également des dislikes, des signalements, quand il y a des vidéos pas très nettes, mais aussi quand vous vous abonnez à une chaîne, il y a des rewards, j'aurai des rewards, vous aurez des rewards, et vous pourrez même me faire des petits tips, des dons. Mais en faisant des dons, c'est aussi comptabilisé, comme quoi vous êtes en train de participer, vous avez de l'engagement sur la plateforme, et en fait toutes ces petites actions, ça va dans un fonds qu'on appelle le Rewards Programme, et en fonction de vos propres petites actions personnelles, tous les trucs que je viens de citer avant, vous pourrez claim des rewards, basés sur la quantité de vos engagements sur la plateforme. Bon tout ça c'est grâce à la magie de la blockchain et des smart contracts. Un peu plus précisément, qu'est-ce qui se passe quand vous faites de l'engagement, des likes, des dislikes, etc. En fait, vous allez signer une transaction et quand par exemple vous likez une vidéo, chaque like enverra 7 tokens Kavari au créateur du coup de la vidéo directement dans son wallet. Autrement dit, dans mon wallet. Une transaction sur Maillard, ça coûte à peu près 2 centimes de dollars, du coup il y a un petit coût, mais c'est pas vraiment un coût, puisqu'avec tous ces engagements-là, vous pourrez claim aussi ensuite du Kavari. Les gens investissent dans le Bitcoin car ils croient que le cours va augmenter. Ils pensent que le Bitcoin va devenir de plus en plus rare et que sa valeur va augmenter. C'est intéressant. Je vois le potentiel du Bitcoin, mais je suis toujours un peu sceptique. Je ne veux pas investir dans quelque chose que je ne comprends pas complètement. Et le marché actuel a perdu des milliers de dollars. Oui, le marché est actuellement en train de chuter. Mais il a déjà chuté de plus de 90% par le passé. C'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Les gens qui investissent dans le Bitcoin savent que c'est risqué. Mais ils sont prêts à prendre ce risque car ils croient en le Bitcoin. Netflix bannira les pubs relatives aux crypto-monnaies sur sa future offre d'abonnement à tarif réduit comportant des annonces. Cette nouvelle formule qui copie un peu ses concurrents, puisque Amazon Prime Video l'a déjà fait, elle devrait arriver au début du mois de novembre 2022. Et Netflix ne s'attaque pas qu'aux cryptos, puisqu'il souhaite également bannir les annonces relatives aux jeux d'argent, à la politique et aux produits pharmaceutiques. Personnellement, je trouve que c'est une très très bonne chose. Le merge d'Ethereum, l'événement dont tout le monde parle en ce moment dans l'écosystème. En même temps, c'est vrai que nous allons vivre quelque chose de relativement unique et historique. Si tout va bien, dans moins de 72 heures, Ethereum changera son mécanisme de consensus pour passer de la preuve de travail, ou proof of work, à la preuve d'enjeu, ou proof of stake.
Bon, si on veut être vraiment précis, ce n'est pas tout à fait correct. La preuve de travail et la preuve d'enjeu ne sont pas des mécanismes de consensus en soi. Ils constituent uniquement une base sur laquelle reposent d'autres éléments. Et l'ensemble forme ce que l'on appelle un mécanisme de consensus, c'est-à-dire un moyen de faire fonctionner un réseau décentralisé de manière sécurisée. Dans le cas de Bitcoin par exemple, il y a la preuve de travail, mais aussi le concept de la chaîne ayant nécessité le plus d'énergie. L'ensemble s'appelle le consensus de Nakamoto. Pour Ethereum 2.0, la preuve d'enjeu est combinée à toute une série d'autres règles et de modules, et l'ensemble s'appelle Casper FFG. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, je vous renvoie vers cet article. Bref, après des années de travail et après avoir effectué toute une batterie de tests ces derniers mois sur pas moins de 26 réseaux différents, les développeurs travaillant sur Ethereum ont véritablement décidé de sauter le pas en activant la mise à jour Bellatrix le 6 septembre dernier. Cette étape marque réellement un tournant dans le projet car c'est l'avant-dernière étape avant le merge officiel qui sera déclenché avec la mise à jour Paris. Comme vous pouvez le voir sur cette image, il n'y a pas vraiment de date précise pour cette dernière mise à jour du protocole qui entérinera véritablement le merge final, mais une difficulté de minage, ce que l'on appelle le TTD ou Terminal Total Difficulty. L'idée est que la chaîne par preuve de travail cessera de fonctionner quand ce nombre sera atteint. C'est la fameuse Difficulty Bomb dont vous avez sûrement déjà entendu parler. En même temps, ça fait 7 ans qu'elle est retardée, mais cette fois-ci, le processus est en marche. La difficulté de minage sur Ethereum va donc augmenter de manière exponentielle dans les prochains jours, poussant les mineurs à abandonner la chaîne par preuve de travail, et c'est à ce moment-là que la mise à jour Paris sera implémentée et que la chaîne en preuve d'enjeu prendra le relais. Alors ça, c'est pour la théorie. Mais en pratique, ça risque quand même de secouer un peu. Le merge, c'est un peu comme changer le moteur d'une Formule 1 en pleine course et en plus vous passez d'un moteur thermique à un moteur électrique. C'est possible, mais c'est compliqué. Il y a une bonne chance que vous mettiez une ou deux roues dans les graviers ou au moins sur les vibreurs. Alors finalement, quels sont les risques? Que va-t-il se passer après le merge? Quels vont être les bénéfices immédiats de la mise à jour? Le merge est au tournant, et ce n'est plus une hypothèse, mais une réalité. Je pense que les gens ne mesurent pas son impact, non seulement en termes de prix, mais aussi en termes psychologiques et narratifs. En termes de récit, je pense que les gens ne prendront la mesure de son importance qu'après que la transition ait été faite. Nos résultats ont été assez mitigés jusqu'à présent, car si vous comparez le processus de déploiement de la Beacon Chain à celui du lancement d'Ethereum 1.0, je pense qu'il s'est avéré être à la fois plus rapide et plus lent. L'Ethereum 1.0 a pris 20 mois entre la rédaction de la première version du white paper et le lancement du protocole. Mais ici, nous envisageons un merge, une fusion, qui devrait prendre 21 ou 22 mois après le déploiement initial de la Beacon Chain, qui lui-même a été fait après une certaine période de développement. Certaines choses, comme l'abstraction de comptes et le sharding, prennent du temps à mettre en place. D'autre part, nous avons fait de grosses avancées, comme la mise en place de la proposition 1559, qui a été une vaste réforme du modèle économique du protocole, aux conséquences très importantes. Elle a grandement amélioré la stabilité des frais et la rapidité d'inclusion des transactions, entre autres choses. Pour faire très simple, la blockchain Secret Network, c'est un mélange de Ethereum, donc ça va permettre de faire des smart contracts. On y rajoute une petite couche, enfin plutôt une grosse couche de Monero pour toute la partie anonymat, et tout cela va être interopérable grâce à la partie blockchain Atom Cosmos. Alors, concrètement, à quoi va servir la blockchain Secret Network? Eh bien, cela va tout simplement permettre de faire transiter de la valeur d'une blockchain à une autre, et tout cela de manière anonyme. Donc on voit ici les blockchains avec lesquels ils sont actuellement compatibles. Donc bien entendu, il y a tout l'écosystème Cosmos, étant donné que la Secret Network est construit sur l'écosystème Cosmos, Ethereum, l'incontournable, Binance Smart Chain et Polkadot. Et bien entendu, il y a le king de l'anonymat, Monero. Il y aura forcément des créanciers qui vont vendre leurs bitcoins dès qu'ils vont les recevoir, mais avec le mix des gens qui vont hold leurs bitcoins, d'autres qui vont les swap sur les plateformes et le fait que la distribution sera organisée sur plusieurs mois, je ne pense pas que cela aura un gros impact sur Bitcoin. Après, c'est que mon avis personnel. Comme je dis toujours, à toi de faire tes propres recherches pour te faire ton propre avis. Dans les questions qui restent sans réponse, c'est bien sûr l'identité du hacker qui a réussi à hacker les 850 000 bitcoins, mais aussi où sont le reste des 650 000 bitcoins qui n'ont toujours pas été retrouvés.
Et Meta est une fois de plus dans la tourmente pour avoir mis en avant sur Instagram, Facebook et l'ensemble de ses réseaux des publicités autour de la crypto-monnaie, mais surtout d'arnaques. Mark Zuckerberg est donc convoqué par les sénateurs américains et celui-ci devra se justifier avant le 24 octobre prochain par rapport à cette accusation en effet assez grave. En gros, Meta est accusé de laxisme et d'avoir laissé un petit peu trop faire ces arnaques qui se sont multipliées dans l'univers de la publicité de ses réseaux sociaux. Ah là là là, je suis comme un fou. C'est le moment qu'on attendait tous. Je vous le disais en intro, Doc One a tweeté. Le Luna C va exploser, c'est garanti. On va tous être riches. C'est tout the moon, c'est trop bien. Go Dubai, tout ça. Non, je déconne. Je sais pas si j'ai bien fait le truc. Je m'en bats les couilles du Luna C, je m'en bats les couilles de tous les shitcoins. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Faites attention à vous. Beaucoup de gens vont se casser les dents. MicroStrategy qui MicroStrategy qui envoie son fichier à la SEC, donc ça c'est un fichier pour lever des nouvelles actions, et globalement ici l'idée serait de récupérer 500 millions, dont une bonne partie serait vraisemblablement allouée à de l'achat de Bitcoin. Donc ça c'est intéressant de savoir quand Michael Saylor achète, et puis de voir qu'il est toujours dans cette espèce de mode d'allocation permanent vers une allocation Bitcoin sur MicroStrategy. Binance a bel et bien l'intention d'améliorer la liquidité des utilisateurs, mais c'est aussi un excellent moyen de favoriser l'adoption de son stablecoin pour concurrencer l'USDC. Ça me fait un peu penser à Crypto.com qui offre des avantages qu'aux utilisateurs qui possèdent du CRO, qui est la crypto native de Crypto.com. Ça serait dommage de diviser la communauté crypto en adoptant de plus en plus ce genre de mesures, mais bon, comme on dit, business is business. Personnellement, cette histoire m'a juste donné envie de quitter définitivement les plateformes centralisées pour avoir pleinement le contrôle sur mes cryptos. T'imagines si demain tu te réveilles, tu vas sur ton compte en banque et tu te rends compte que l'intégralité de ton solde a été converti en yens japonais. Ça m'enchanterait pas trop ça, tu vois. Enfin bon, l'année 2022 n'est pas encore finie et pourtant il s'en est déjà passé des choses dans l'écosystème crypto. C'est une boîte de Pandore. Donc ça va subsister. C'est une boîte de Pandore qu'on a ouvert, donc maintenant on sait qu'il y a un écosystème qui est comme ça, qui est décentralisé, qui est autonome, qui est fondé par des DAO. Donc on a un écosystème décentralisé. Donc là il représente que 1000 milliards, c'est pas énorme. Et il va prendre du poids, il va perdre du poids, il va évoluer, tu vois, c'est un écosystème qui va gonfler, qui va prendre de l'ampleur, plus ou moins, et qui va continuer. Il n'y a pas de gouvernement qui sera capable de l'arrêter. Impossible. Et tu penses perdre de la valeur, oui, ça ils sont capables de le faire, de faire perdre de la valeur, de l'intérêt, tu vois. Disons que quand tu peux pas faire des virements sur Bitstamp en France, tu n'en achètes pas, quoi. Tu vas pas sur Bisq Network. Mais tout l'écosystème qui en a besoin passera par Bisq. Voilà, donc passera par des plateformes décentralisées, du local Bitcoin, voilà. Donc il y aura tout un écosystème qui aura accès, et puis on aura un autre qui en aura pas. Si dans le pire des cas, ils nous bannissent. Et tu penses à une adoption massive ou non? Non, je pense pas. Parlons maintenant du Canada. En fait, avec le chef du parti conservateur, donc Pierre Poilievre, qui vient d'être élu à la tête de ce parti, et c'est un fan du Bitcoin. C'est clairement un fan du Bitcoin. Il a dit à plusieurs fois qu'il soutenait le Bitcoin, la blockchain. À plein de reprises, il a fait des déclarations de ce type, donc c'est une très bonne chose. On rappelle là, il est élu, du coup, il devrait en fait être contre Justin Trudeau lors des prochaines élections en 2025. Le directeur général de Shell, Ben Van Beurden, a prévenu que l'Europe pourrait avoir à rationner l'accès à l'énergie pendant plusieurs années et que la crise énergétique actuelle n'allait pas s'arrêter de sitôt. Il a tout récemment déclaré, je cite, « Il est peu probable que les pressions sur l'approvisionnement énergétique prennent fin lors de l'hiver prochain. Il est fort possible que nous aurons plusieurs hivers au cours desquels nous devrons trouver des solutions efficaces pour faire des économies d'énergie, comme le rationnement par exemple, mais aussi la mise en place, qui devra être très très rapide, d'alternatives énergétiques. Je pense que l'idée que tout cela va être facile ou serait un problème qui serait déjà derrière nous est un fantasme que nous devrions mettre de côté. Fin de citation. Gary Gensler demande au personnel de la SEC d'affiner la conformité à la cryptographie, déclare que la grande majorité sont des valeurs mobilières. Ouais, pourquoi pas, on pourrait débattre là-dessus pendant des heures. Je le ferai pas en 5 minutes parce que je voudrais faire ça pendant des heures avec eux. Mais encore une fois, c'est des questions de taxation, etc. Et puis, faire partie d'un truc ou d'un autre, quelque part, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est exister. Et on est bien parti, mes amis.
On est bien parti, croyez-moi, le bilan de ça, quand je vois avec les katas qu'il y a, les guerre en Ukraine pas terminée, la Chine, etc., les taux qui montent, l'essence, le pétrole, tout ce qu'on veut au monde, on a tout qui merde, comme on a connu il y a quelques années en arrière. Donc je pense, malheureusement, parce que moi je voudrais que ça soit autrement, moi je voudrais que tout le monde soit heureux, évidemment, donc le problème il est là, mais malheureusement on n'a pas terminé cette crise. On n'a pas terminé cette crise. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Et si je me trompe, tant mieux parce qu'il y aura que des heureux dans ces cas-là. Mais croyez-moi, on n'a pas terminé cette crise. Donc attention, attention et attention encore une fois. Après, on a donc vous voyez, tous les États qui parlent de leur CBDC, on ne sait pas clairement sur quelle structure ça va être fait, mais on a par exemple la Norvège qui nous annonce que sa monnaie digitale pourrait être construite sur Ethereum. Alors je suis pas sûr qu'ils aient bien compris justement ces questions de fees, je suis pas certain. Parce que s'il faut payer $2 à chaque fois qu'on veut transférer $1, je crois qu'ils vont pas, ou une couronne, je sais pas trop. Alors bon, c'est intéressant, je pense qu'ils ont, à mon avis c'est plutôt sur une layer 2, genre Starkware ou une layer 2 dédiée, mais ça m'intéresserait de voir exactement s'ils sont pas trompés quoi. Cette semaine, on aura l'indice des prix à la consommation, donc l'inflation américaine à 14h30. Donc ça peut évidemment apporter beaucoup de volatilité. Puisqu'en ce moment, le principal problème aux États-Unis, en tout cas que la Banque centrale américaine essaie de résoudre, c'est l'inflation, faire diminuer l'inflation. Et donc forcément, les marchés vont beaucoup attendre de cette donnée économique. Mercredi, alors ça, attention, ça peut bouger, c'est pas figé, ça peut être mercredi ou jeudi. Il y aura la transition, le début de la transition pour Ethereum en 2.0. Donc ça aussi, ça peut être très impactant pour le marché. Si jamais il y a un bug ou que ça se passe mal, on aura vraiment beaucoup de volatilité, et même si ça se passe bien, avec toute la spéculation qu'il peut y avoir autour, on peut s'attendre à beaucoup de volatilité. Donc ça, d'un point de vue crypto, ça va être la news vraiment à suivre, donc ce merge d'Ethereum. Ensuite, on aura les demandes d'allocation chômage aux États-Unis jeudi, les ventes de détail qui peuvent aussi pas mal impacter, qui sont des données économiques pas mal surveillées. Et enfin, vendredi, on passe côté Europe, puisqu'on aura les données inflation à 11h pour les pays européens. Et là, oui, et là, c'est la minute coup de gueule. Je sais pas si on a prévu un jingle. Il y en a, il ferait mieux de faire du blues. J'ai vu et lu tous les commentaires a posteriori pour justifier le mouvement de marché après la publication de cet ISM qui est meilleur que prévu. En disant que oui, c'est parce qu'il y a des bonnes nouvelles que le marché baisse, parce que good news is bad news, parce que plus l'économie va bien, plus la Fed, elle va taper sur les ménages et sur les entreprises en resserrant sa politique monétaire, en augmentant le coût de l'argent et donc en augmentant les taux directeurs. C'est faux, archi faux. Je sais, on cherche à trouver systématiquement des justifications de tous les mouvements de marché par tous les moyens qu'on a à notre disposition. Mais je rappelle quand même que Jérôme Powell, patron de la Fed, il a indiqué que peu importe l'évolution de l'économie, son combat, c'est l'inflation. Il focus dessus. L'économie, ça monte, ça baisse. Je change pas de fusil d'épaule, je ne change pas de direction, j'y vais là. Je suis parti. Que ça aille bien, que ça aille moins bien, j'y vais. Et il estimera qu'il aura fait son boulot quand il y aura des chiffres tangibles que l'inflation est en train de se replier. Alors non, ce n'est pas parce qu'il y a des bonnes nouvelles que le marché baisse. C'est simplement que le marché attend des éléments un petit peu plus tangibles que simplement des sondages comme ceux des PMI. Alors, nous en sommes à 6 séances de hausse consécutives sur le CAC 40, ce que peu de gens auraient imaginé, avec une banque centrale augmentant son taux directeur de 75 points de base pour le porter à 125, en fait une fourchette 125, 150 avant une prochaine hausse de taux qu'on anticipe de l'ordre de 50 points, ce qui portera le taux directeur à 200 points en Europe. Et cette perspective, soudain, redonne des ailes aux acheteurs. Alors, je comprends que vous puissiez trouver ce scénario assez singulier. Vous le trouverez encore plus étrange quand vous saurez qu'avec 1,5% de hausse aujourd'hui, le CAC 40 se hisse au-delà des 6300 points, avec moins de 1 milliard d'euros échangés entre 9h et 15h. 6 heures de transactions
une volatilité à la hausse qui nous laisse coller le dos au siège, et avec seulement 1 milliard d'euros échangés. Bien, j'ai déjà commenté cet effondrement des volumes et vous expliquer à quel point ça me semblait malsain. On poursuit avec l'indice cash, donc l'indice du dollar. Et vous pouvez le constater, donc enfin une semaine baissière sur cet indice-là. C'est assez rare hein, depuis le bottom ici qu'on a posé en mai 2021 et ce gros move haussier qui devient de plus en plus parabolique. Et on peut constater d'ailleurs que la parabole ne semble toujours pas être cassée. Vous voyez, on monte de plus en plus à la verticale. Mais là, donc on a potentiellement un top. Cette bougie, ça peut clairement être une bougie de top avec une mèche haute quand même pas mal conséquente. Et on vient clôturer beaucoup plus bas. On va basculer rapidement sur le daily pour voir ce qui se passe un petit peu. Donc pour l'instant, pas vraiment de structure qui se met en place. On ne constate pas de M-top. Pour l'instant, voilà, on corrige juste. Donc ça serait un V-top pour le coup. Et on arrive donc ici potentiellement sur les premières zones de support. On a le EMA 21 qui se trouve ici. Donc si jamais on casse déjà ce premier creux, ça sera intéressant. Maintenant, il faudra ensuite se méfier parce que là, on aura quand même un creux très important et on se rapprochera très probablement de la reload zone. Je vais vous la mettre comme ça, hop, on sera vraiment précis. Donc voilà, elle est ici au niveau des 106, 105 points. Donc clairement pour moi, si on veut que le SP, que l'indice du cash redevienne baissier, il faut au minimum perdre ce creux. Donc peut-être qu'on fera un V-top comme ça, mais bon, ça c'est pas ce qu'il y a de plus probable. Je pense qu'on viendra construire quelque chose, donc au minimum un M-top. Donc au contraire, si on voit quelque chose comme ça, hop, là on a un niveau quand même pas mal identifié, se mettre en place sur le dollar, là ok, on pourra se dire on a enfin un top moyen terme qui se met en place sur le dollar, et là on aura un beau rebond probablement qui pourra aussi se mettre en place du coup sur le Bitcoin. Après 1, 2, 3, 4, 5 jours de vert, une petite incursion encore verte cette nuit et un vilain rejet juste ici au placement des stops évidents, là où les derniers bears les plus coincés ou les plus prudents, disons, ceux qui n'auraient pas repoussé leur stop ici et qui étaient vraiment proches du point de liquidation se sont fait liquider cette nuit. Donc le job est fait. Donc bien sûr, le narratif dans cette montée, c'est le short squeeze. Et est-ce que c'en était un? Oui, c'en était un. Après, il y a plusieurs manières de faire un short squeeze. Si on regarde un petit peu les données qu'on a eues, il y a le short squeeze où c'est trop chargé de short et ça monte tout seul. Et puis, il y a l'opération gros achat. Hein, c'est deux choses différentes. Et là, on a eu la combo des deux. On a eu opération gros achat avec la force et le budget déployé nécessaire pour aller chercher ces liquidations. Et oui, le short squeeze a eu lieu. Et oui, nous assistons à un swing failure pattern ici, c'est-à-dire une chasse au stop. Elle a été faite, le mal est fait, les bears ont été niqués. Ils ont été niqués cette nuit. Il ne faut pas écouter, il ne faut pas prendre que en compte une analyse où on te compare avec un ancien bear market et qu'on te dit regarde, ça va partir to the moon parce que c'est pareil qu'avant. Et toi t'es là, mais oui, donc non, tu prends ça, tu le regardes, après tu le prends dans ton esprit, tu le mets à la poubelle et tu l'oublies. C'est cool pour prendre un peu d'opium là pendant 10 secondes. Oh oui, ça fait du bien. Oh oui, bon, voilà, pendant 10 secondes ça suffit. Après tu le prends, t'oublies. Il faut pas que tu bases ton investissement sur des charts qui comparent avant, qui te disent oui, t'es pas to the moon. Parce que moi, regarde, elle est splendide. Croisement Tenkan qui joue, moins 50%. Croisement Tenkan qui joue, moins 50%. Croisement Tenkan qui joue, moins 50% alors. Voilà. La preuve est là, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui dis, c'est les graphiques. Donc on irait voir pile poil même, quasi la moyenne mobile sans Mosley, tu vois. Donc on fait très attention, je dis ça parce que je vois un peu trop d'excitation sur tout simplement la bougie de 10%, on fait attention, on n'est pas du tout sorti de l'auberge, on n'en sait strictement rien. Et un bear market, quand ça se finit, ça prend du temps à se finir un bear market. Regarde, là on est en weekly cette fois, une bougie c'est une semaine. Si tu prends le bear market ici 2014-2015, alors je prends les corps de bougie, t'as eu un range un peu chiant. On va en bas, on va en haut, on va en bas, et puis après même je peux le pousser, tu sais quoi, je vais même le pousser le range. Regarde, un range comme ça, regarde le range là, hop, même on peut même encore plus le pousser. Regarde, allez, le range comme ça, voilà le range. Un range qui a duré 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, tu vois. Et ensuite, nous voilà ici sur Ethereum, une fois de plus, vous l'avez vu, toujours très fort comme actif, mais attention à l'arrivée de The Merge dans 4 jours ou 5 jours maximum. L'arrivée de The Merge,
Une fois de plus, on se pose tous la question, est-ce qu'il fallait faire un buy the rumor et un sell the news, ou est-ce que pour une fois, eh bien écoutez, ce petit dicton ne va pas être mis en place et donc que potentiellement on va vraiment pricer ici la sortie de The Merge? Eh bien j'ai envie de dire que pour l'instant, c'est pas forcément ce envers quoi je me tourne. J'ai quand même cette impression ici que Ethereum n'a pas fini son léger mouvement baissier et que au contraire, on est en train de vouloir essayer de faire rentrer des personnes sur cet actif pour essayer de corriger. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Simplement parce que ici, je vous rappelle que je vous en ai parlé, clôture weekly sans aucune mèche. Ici, on n'est pas venu liquider les longues et bon, c'est assez particulier. Généralement, on essaye d'aller liquider les longues, surtout à l'arrivée d'une news très importante qui est très suivie par les investisseurs. Généralement, vous le savez, on essaye de liquider avant, à la limite, de faire partir l'actif et donc de pricer la news directement dans le prix. On était au contact des 0,38,2, on a été immédiatement revendu avec ici une ravalante baissière. On est non loin des 0,38,2 et pour l'instant, on voit qu'on n'a pas des chandeliers qui ont complètement l'envie de les casser, ces 0,38,2. Donc, une fois de plus, c'est vraiment cette semaine qui va être extrêmement importante. Si on les casse, les 0,38,2 et qu'on clôture weekly au-dessus de la zone ici des 1908, alors oui, ok, potentiellement qu'on assiste ici à un W, donc c'est une reprise et qu'on est venu un peu tromper les investisseurs. Par contre, si on ne clôture pas au-dessus des 0,38,2 et que simplement on a eu un chandelier japonais avec une mèche, donc la mèche qui repasse ici au-dessus du précédent top, on la revend et on clôture au contact des 0,38,2 et finalement on se fait rejeter, bien là vous le voyez, je vous fais pas de dessin, c'est un M-top qui se mettrait en place et donc ça serait potentiellement un retour déjà à minima sur la zone de cassure des 1321, 1260 $, voire réintégration pour aller chercher de nouveau les liquidités entre les 1000 $ et notamment les 879 $ sur Ether. Beaucoup de traders pro, Nicolas Chéron, Vincent Gann, parlent d'un gros dump à arriver. Tu es bearish aussi. Penses-tu qu'il faut avoir des réserves de liquidité pour les mois à venir? Alors, premièrement, oui, je pense qu'il faut avoir des réserves de liquidité pour les mois à venir. Deuxièmement, je pense vraiment qu'il y a un risque de gros dump général sur les marchés trad. Ça, c'est vrai. Maintenant, sur le marché de la crypto, il risque d'y avoir une baisse de valeur, mais ce sera peut-être l'opportunité d'en racheter. C'est pour ça que, même si je suis déjà in, il y a déjà une très grosse position et je ne suis pas certain que le Bitcoin baisse. Voilà pourquoi je ne veux pas attendre une potentielle baisse pour racheter. En attendant, je garde de la liquidité pour racheter un potentiel 15 000 ou un potentiel même 9 000 $ unité pour Bitcoin. Oui, c'est totalement probable. En attendant, je suis plus sur un 60% de chance que ça baisse, 40% de chance que ça stagne et que ça remonte. C'est vrai que les cryptos sont en ce moment corrélés au marché trad, et si les marchés traditionnels vont se péter la figure, le Bitcoin va suivre au moins sur du court terme. Donc globalement, je conserve mon Bitcoin parce que je le vois pas redescendre à 3-4 000 $ non plus, mais je suis prêt à en racheter potentiellement plus bas, oui. Le trading n'est pas un jeu, ce n'est pas chercher à avoir raison, cliquer et peut-être gagner. Impose-toi des règles. Je trade uniquement si j'ai un plan. Mon plan, je le fais en fonction des tendances, des zones clés. Je n'ai qu'un sens de marché et une invalidation. Pas plus de 2 trades perdants successifs pour un seul plan. C'est ce que j'appelle la règle des 2 cartouches. Concentre-toi sur 3-4 trades par semaine, 2-3 actifs et n'agis que sur les plans qui se déclenchent selon tes règles de trading. Sois discipliné, peu importe les conditions de marché, lève-toi et fais le boulot, même si la motivation n'est pas là. Ne lâche jamais un plan tant qu'il n'est pas invalidé. Rarement tu auras raison immédiatement. Le marché respire, travaille des zones. Ce n'est pas je clique, je gagne ou je perds dans les minutes qui suivent. Diminue la taille de tes positions pour te concentrer sur le processus, pas sur le résultat. Te fixer des objectifs trop ambitieux, c'est t'inciter à faire de l'overtrading sans avoir de plan. Le meilleur moyen pour se détacher de ses émotions, c'est d'être concentré sur ce que tu fais, pas sur ce que tu voudrais. Gagne comme un riche et perds comme un pauvre. Vas-y à fond quand le marché va dans ton sens jusqu'à ce qu'il te donne tort. Ne laisse pas place à l'émotivité. Entends le bruit, ne l'écoute pas. Beaucoup ne seront pas d'accord avec toi. Inspire-toi de ce qui te tire vers le haut. À toi de décider si tu veux te focus sur l'échec ou continuer à agir constructivement avec ceux qui sont dans l'action. Les erreurs font partie du processus. Il faut les accepter. Elles sont là pour faire avancer. Alors, je vais vous parler d'abord de la première fois que le mot a été utilisé. C'est dans un roman de science-fiction de Neil Stephenson qui s'appelle Snow Crash en anglais et en français Le Samouraï virtuel. Donc c'est un livre qui est sorti en 1992 et qui a été aussi adapté au cinéma quelques années plus tard. L'univers du roman, c'est vraiment les cyberpunk et donc il y a toute cette esthétique qui est présente dans le livre. Ce qui est intéressant en fait, c'est que dans l'histoire, il y a un virus dans le monde réel qui attaque le cerveau des humains
Et ce virus est aussi un métavirus présent dans un monde virtuel qui est utilisé par les protagonistes, dans lesquels ils ont une autre vie. Et donc en fait, on voit qu'il y a un lien entre le monde réel et ce monde virtuel. Pourquoi c'est important? Parce que la définition du métaverse, en fait, c'est un monde virtuel interfacé avec le monde réel. Ce n'est pas un monde parallèle. Et c'est là où on voit la différence entre les jeux vidéo et les métaverses. J'ai entendu parler des NFT aussi, tu en penses quoi? Les NFT, non-fungibles tokens, sont en quelque sorte des jetons qui représentent des biens ou des services non fongibles. Cela signifie que chaque NFT est unique et ne peut pas être interchangé pour un autre bien ou service. Les NFT peuvent être utilisés pour représenter toutes sortes de choses, comme des œuvres d'art, des domaines, des propriétés, etc. Beaucoup de gens croient que les NFT sont l'avenir du commerce en ligne, car ils permettent aux gens d'acheter et de vendre des biens et des services de manière unique et sécurisée. Oui, je vois le potentiel. Merci de m'avoir expliqué. Je pense que je vais essayer de comprendre un peu plus les NFT avant d'investir. Mais j'ai encore des questions STP. Pour tout ce qui est NFT d'art, Yuga Labs qui annonce une newsletter CryptoPunks. En effet, les responsables qui sont derrière les Bored Ape ont confirmé du coup une première subvention. C'est la commune en fait qui a voté apparemment. Et du coup, cette subvention donc soutient la création d'une newsletter CryptoPunks intitulée Punks Post. Donc du coup, il y aura tous les événements importants qui seront recensés dedans. C'est une belle nouvelle du coup pour les CryptoPunks. On va parler du Japon. Le Japon se sert des NFT, ils ont déjà commencé, pour récompenser certaines personnes. Donc ils ont déjà remis les prix NFT à 7 maires en guise de reconnaissance pour leurs initiatives visant à faciliter la vie dans leurs communes respectives. Les critères d'attribution sont surtout basés sur la technologie, sur la mise en place de nouveaux projets technologiques, sur de nouveaux projets numériques. Et je trouve ça très bien. C'est l'État qui distribue des NFT aux maires qui sont méritants dans leur commune. Donc, qui aurait créé quelque chose de majeur au niveau de la technologie ou qui aurait facilité la vie des usagers et autres. Et du coup, ils héritent d'un NFT. Et en fait, le NFT, c'est quoi? Ils l'ont dans leur wallet, ils vont le revendre demain sur OpenSea et ils vont faire de l'oseille parce qu'ils ont été gentils. Non, c'est des NFT qui leur permettent derrière d'accéder à des events, je suppose, de l'État ou des technologies et autres, et puis peut-être pour continuer à aider les citoyens et tout de leur ville, quoi, puisqu'ils sont maires, les mecs. Donc c'est louable jusque-là, tu vois, la technologie, elle est mise à profit c'est une manière de féliciter en tous les cas les initiatives, tu vois, des maires plus que de leurs prérogatives uniquement, quoi. Donc c'est pas mal. Là, on parle du Japon. Hein. Le Japon, c'est quoi? C'est apparemment ils sont pas beaucoup dans les crypto-monnaies, ils sont pas fans, mais par contre ils sont ultra fans de NFT, quoi. Donc ils sont fans de la ça tech. Ça peut être une manière. Mais ils ont peur de ce côté anonyme, décentralisé et indépendant. Du coup, avant on te donnait une médaille. Cette médaille aurait pu être utilisée, ou un certificat aurait pu être utilisé pour participer à certains événements ou pour faire partie de nouveaux événements. Aujourd'hui, ça va être un NFT. Le mec, il va arriver à la conférence. Vous êtes là pourquoi? Je suis là parce que j'ai créé ça. Tu montes ton wallet avec le NFT. C'est bon, vous pouvez entrer. Tu fais partie d'une espèce de caste, tu vois. Et le fait d'avoir ça dans un wallet, que ce soit un MetaMask ou sur une plateforme attitrée à ça, créée par le Japon, pourquoi pas, ça peut être bien parce que je pense que ça peut créer un cercle vertueux de ce point de vue-là, d'un point de vue de la création numérique, de la création même des projets crypto ou blockchain en général. Ouais. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.